Nous sommes en fin février 2020 à Thiès, plus précisément dans le quartier de Médina Fall, situé à 70 km de Dakar. Ce jour-là, les jeunes fatigués par le banditisme qui rythme leur quotidien décident enfin de se réunir pour aborder les problèmes majeurs qui pèsent sur la localité. Lors de cette rencontre, les problèmes liés au non-éclairage de certaines rues qui facilitent les agressions par armes blanches seront abordés. Cette manifestation n'exclut pas le fait qu'ils saluent le travail des autorités, puisque malgré le fait que cela soit insuffisant, il y a quand même des patrouilles pour tenter de stabiliser le quartier. Un Clean Day, appelé aussi un 7-7 en Wolof, est organisé pour rendre les rues beaucoup plus propres et en installant des poubelles dans les coins les plus sensibles de la localité. Cette initiative, saluée par tous les résidents, vise simplement à promouvoir des valeurs de paix et de cohésion sociale. Une belle initiative qui sera balayée d'un revers de main par une agression mortelle. Plus d'une dizaine de coups de couteau infligés à une jeune fille sans défense, son agresseur lui a laissé aucune chance de s'en remettre. Mariam perd sa vie et plonge tout le quartier en deuil. Pendant que la zone pleure encore leur voisine, à vraiment une semaine près, le corps de Khady Diouf, une adolescente de 14 ans, est retrouvé sans vie. Aujourd'hui encore, il est question d'une affaire macabre et sordide qui mêle religion, détournement de mineurs et meurtre. Bonjour à tous, c'est Moula Eliou et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je voulais prendre 10 secondes pour vous dire merci pour vos nombreux messages suite à ma dernière vidéo. Sachez que cela me va droit au cœur. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on est parti. Dans le quartier de Médina Fall habite Khady Diouf, une discrète adolescente d'à peine 14 ans. C'est une gentille fille très adorable qui entretient une relation fusionnelle avec Awa, sa mère adoptive. Khady n'avait que 7 ans quand elle fut envoyée chez cette dernière, qui se révèle être sa tante. On ne lui a jamais caché. Et d'ailleurs, ça lui arrive d'aller chez sa mère biologique quand elle le peut, histoire de ne pas perdre les liens qui les unissent. Avec Awa, sa mère adoptive, une complicité profonde s'est tissée au fil des années. Les deux partagent chaque instant de leur temps libre, une relation fusionnelle qui parfois l'inquiète. Craignant que sa fille ne s'isole et ne se construise pas de liens solides avec le monde qui l'entoure, elle lui confie ses craintes. La vie est imprévisible, et un jour elle ne serait peut-être plus là, elle l'encourage gentiment à s'ouvrir au monde et à créer des connexions profondes avec ceux qui l'entourent. Hormis cela, elle évolue dans une famille très religieuse. Khady a d'ailleurs très tôt appris le Coran, une fierté pour ses proches. La petite accomplit ses prières quotidiennes avec rigueur, elle porte aussi le foulard. Personne ne l'a obligée à le mettre, ce qui témoigne de sa volonté à rester fidèle avec son chemin spirituel. Ses journées sont quand même assez rythmées, puisque à son jeune âge, elle a commencé à travailler en tant que ménagère. Tôt le matin, elle part chez une des amies de sa mère adoptive, où elle s'occupe du ménage et de certaines tâches basiques. Son père biologique avoue que ce choix était juste temporaire. Comme c'était les vacances, c'était un moyen pour elle de se faire un petit peu d'argent. Sa famille adoptive est plutôt modeste et aurait sans doute besoin de chacun de ses membres pour subvenir aux besoins du foyer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la religion occupe une place centrale au Sénégal. Le pays est marqué par la présence de plusieurs confréries musulmanes, chacune avec ses spécificités. Les Mourides, les Tidjanes divisés en plusieurs groupes, les Layènes et bien d'autres. Ces courants spirituels, bien que distincts, s'articulent autour de figures emblématiques, ayant écrit des textes fondateurs. Malgré leurs différences, ils convergent tous vers un point essentiel, la croyance en un Dieu unique et l'importance de vivre selon les principes de l'islam. Cette diversité religieuse, riche, reflète la profondeur de la foi qui caractérise la société sénégalaise. Non loin de la maison de Khady, vit une grande famille religieuse appartenant à une de ses confréries, hautement respectée dans la communauté. Un grand marabout y est installé avec sa famille. Paraît-il qu'ils sont assez connus et leur présence apporte une dimension spirituelle à l'atmosphère du quartier. Vous l'avez compris, cette famille sera au cœur de notre affaire puisqu'un soir, Khady rentre chez elle et elle ne se sent pas bien. La pauvre adolescente ressent de terribles douleurs au ventre et elle se dit qu'elle aurait peut-être ses règles. Khady va voir sa maman pour qu'elle lui donne de quoi acheter des serviettes hygiéniques. Elle se rend au magasin, elle fait ses courses, mais ayant sûrement beaucoup trop mal, finalement elle décide de se rendre à l'hôpital. Une fois sur les lieux, une dame l'ausculte avec attention, vérifiant son état, son corps, ses symptômes. La nouvelle tombe.
L'adolescente innocente est enceinte d'à peine quelques semaines. Elle s'attendait à tout sauf à cette nouvelle, va savoir maintenant comment elle va l'annoncer à sa mère adoptive. Elle décide de prendre à part une de ses tantes pour qu'elle aille voir sa mère à sa place. Cette tante en question va aller informer Hawa, qui s'effondre par terre et limite se met à hurler. Jamais elle n'aurait pu soupçonner que sa fille avait des relations avec un garçon. Un garçon qui sera justement au centre du débat, puisque lorsqu'Hawa va lui demander qui est le père de l'enfant à naître, Hadi va tout de suite désigner Serigne Hassan Fall. Une révélation qui s'avère être un coup de massue, puisque ce dernier est tout simplement le fils du guide religieux qui se trouve non loin de chez eux. Il n'est pas simplement catégorisé comme étant le fils d'eux, puisque lui aussi suit les pas de son père. Il a appris les textes coraniques et est amené à devenir une figure importante dans le milieu. À la question comment ils ont pu se rencontrer et se fréquenter, la réponse est très simple. Hadi apprend le Coran chez son maître coranique et coïncidence, c'est dans la même maison où habite Serigne Hassan. Quand elle part au travail en tant que ménagère, elle se rend également à une maison située à 2 pas de la sienne. Sans doute c'est dans ce cadre, censé être pédagogique, que les choses ont sûrement dérapé. Sa tante va alors immédiatement aller chez Serigne Hassan en compagnie de Hadi, où elle sera confrontée à un deuxième choc, puisque le monsieur a 24 ans. Mais il fait partie d'une grande famille et le bruit est vite étouffé. Serigne Hassan leur demande gentiment de parler doucement. Les deux lui expliquent alors la situation. La jeune fille est enceinte et elle déclare que c'est lui le père. Il réagit plutôt bien, il ne nie pas la nouvelle et consulte l'ordonnance qui lui est tendue par l'adolescente. Le lendemain, il leur enverra de l'argent pour qu'elle puisse régler les frais. Le plus important pour lui, c'est que l'information ne s'ébruite pas. Une fois à la maison, Hawa, la mère adoptive, ne comprend toujours pas. Elle est dépassée, d'où sa phrase « S'il t'a violé, t'aurais dû venir me voir et je m'en serais occupé. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ?» C'est à quoi Hadi va répondre oui, mais il m'a dit de le dire à personne. Le lendemain, l'argent arrive, Hadi avec la belle-sœur de Hawa se rendent à l'hôpital. Un test confirme bien la grossesse de l'adolescente. Va falloir maintenant assumer. Hawa va appeler les proches pour leur annoncer la nouvelle. À la fin de chaque communication, elle demande ce qu'elle doit faire. Doit-elle aller porter plainte puisque sa fille est encore mineure, elle n'a que 14 ans. Mais tous ses proches lui répondent la même chose. Ce sont des gens importants. Il faut aller doucement avec eux. T'es pas obligé de les brusquer. Discute avec eux, vous trouverez certainement une solution. Après plusieurs jours d'attente et de silence, Hawa réalise que la famille religieuse ne donne aucune nouvelle, aucune explication, aucun signe de responsabilité. Elle est désormais convaincue d'une chose, si elle n'agit pas rapidement, Serigne Hassan pourrait nier toute implication. Elle enfile ses chaussures, déterminée à aller voir les parents de ce dernier. Sa sœur l'arrête tout de suite. Hawa est en colère, elle bout à l'intérieur, pensant qu'elle risque de faire scandale chez le futur papa. Elle lui demande de rester calme et de rentrer chez elle. La sœur lui propose d'aller les voir elle-même pour voir ce qu'il en est. Entendu, Hawa rentre chez elle. Ça tombe bien, parce qu'elle doit se rendre à un mariage. Elle a donné sa parole, elle est obligée d'y aller. Du coup, elle ne pourra pas faire le dîner ce soir. Elle donne de l'argent à Hadi pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle souhaite manger. La maman adoptive ne reviendra que vers 23h. À son retour, elle découvre que l'adolescente a disparu. Hadi n'a prévenu personne, n'a laissé aucun mot, aucune explication. Ses proches sont inquiets, ils s'imaginent qu'elle a fugué. Une hypothèse qui, dans un premier temps, semble un peu compréhensible compte tenu du choc et de la pression qu'elle subit. Mais d'un autre côté, c'est un comportement qui ne lui ressemble absolument pas, puisque la petite n'avait jamais fugué par le passé. Une longue recherche débuta dans la nuit. La famille va fouiller dans tous les recoins du quartier et dans les alentours et elle n'est trouvée nulle part. Quelques heures avant, elle fut aperçue avec une connaissance à elle. Ces dernières déclarent qu'elles se sont vues devant la maison. Ensuite, elles sont allées vers le chemin du rail, une voie ferrée abandonnée depuis très longtemps. Elles auraient longuement joué et discuté, puis leurs chemins se sont quittés. Mais elle l'aurait vu ressortir de la maison accompagnée de 2 hommes. Alors, où peut-elle bien être? Est-elle en sécurité? Il est maintenant 2h du matin. Hawa décide de se rendre à Rokobai Fall, l'endroit où habite Serigne Hassan Fall. Une fois sur place, elle est confrontée à 3 de ses disciples qui forment un barrage devant elle. À cette heure-ci, on ne dérange pas le marabout qui est en train de dormir. Ils ne vont pas l'appeler, ils ne vont pas le réveiller et surtout pas le déranger. Mais comme Hawa ne mâche pas ses mots, elle répond avec fermeté
en déclarant parce que kilifa la te tëdd na man leen di ngeen ko yee wala ma yuuxu fii ci digg mbedd Kawsara yi ba ñëpp génn ah xale doog ma ne ma ci kër gi ca kes wala dugg la dëkk ma daal dem fëgg ma fëggee mu génn xam naa ne nelawul parce que ku koo yee ci ay nelaw bu yeewoo boo xoolee kanamam di nga xam ne kii ci ay nelaw la jóge. Avant même que Awa en place une, Serigne Hassan place sa main sur son épaule et la rassure en disant « Madame, s'il vous plaît, il y a des gens derrière nous. Ils risqueraient d'entendre notre conversation. Moi, je suis une personne importante ici. Nous pouvons tout régler dans la discrétion, n'est-ce pas ?» bu amee tout tànk ma jël ko muy sama soxna ma ne ko man Fall loolu indeegu ma fi waaye xam nga ne tooñ nga ma mun ma waaw xam naa ne tooñ nga ma ne ko man boo ma ko ñaanoon ma jox la ko addiya ma may la Xadi waaye nga àgg ci doomi jàmbur ji mu naa ma ne ko bañ naan ëmb naa ëmb ci fukki at ak ñeent ah sëñ bi tooñ nga ma def Fall tooñ nga ma bu baax a baax mun ma soxla si xoolal ñu ci sa ginnaaw man kilifa laa suturaal ma rek ma ne ko ah suturaal gi de dafa des waaye nag sëñ bi mu naa ma ko ah Xadi de damaa ñëw fekk ma ko fa ñu ne ñaari xale ko fi jëlee yu duqal ko Baay Fall. Avant même qu'elle finisse sa phrase, Serigne Hassan l'arrête avec un « Oui, mais que cela soit clair. Nous sommes samedi et Khady, je ne l'ai plus croisée depuis le lundi. » lui dit-il en lui faisant un stop avec sa main. Awa lui précise que s'il arrive quoi que ce soit à la petite, elle le prendra pour l'unique responsable. Elle le prévient également que le lendemain, elle reviendra pour parler avec ses deux parents. La maman adoptive continue sa recherche jusqu'à vers 3 heures du matin et décide de rentrer. Elle est épuisée, mais elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Au petit matin, son inquiétude ne l'a pas quittée. Au contraire, elle va se rendre immédiatement chez la maman biologique de Khady. La pauvre mère va recevoir 3 informations. La première, Khady est enceinte. La deuxième, le garçon a 24 ans. Et la troisième, elle a disparu depuis hier soir. Décidément, Awa ne lui annoncera aucune bonne nouvelle ce matin. Mais ce que les mères ne savent pas encore, c'est que bientôt, d'ici quelques heures, elles recevront une information encore plus troublante dont elles ne s'étaient jamais préparées. Les deux vont se rendre immédiatement chez Serigne Hassan pour rencontrer ses parents et le ton est le même que celui employé par son fils la veille. Puisqu'elle leur demande de parler calmement, il ne faudrait pas que les voisins soient au courant de cette affaire. Et puis, elle pose une condition. Si c'est prouvé que son fils est le vrai père de l'enfant, ils prendront toutes leurs responsabilités. C'est à quoi les mères vont répondre. bu dee moo ko def bu yeewoo dinaa ko wax ko bàyyi ma ne ko boo waxee di ndegam ma porte ko plainte ndax moom moo ëmbal sama doom bañu ko te yónnee na ma ñaari junni te sama doom xale la. moom waa baax na kon sàngale ma sutura rek bu sëñ bi yeewoo dinaa ci waxtaan ak moom sooba yàlla li ci war lépp dinañu ko def suturaal leen ma. Nous sommes quelques heures plus tard sous le soleil brûlant de la ville de Thiès. Une information terrifiante met en alerte tous les résidents. Un corps aurait été découvert dans un village limitrophe au quartier de Médina Fall. Il s'agit d'une fille, elle aurait entre 14 à 16 ans. Elle est recouverte de sable sur certaines parties de son corps. On ne sait pas s'il s'est suicidé ou pas, car il n'y a aucun signe d'agression sur son corps. Si elle ne s'est pas ôté la vie elle-même, cela voudrait dire que l'assassin n'a même pas pris la peine d'enterrer sa victime. Il lui a juste balancé quelques grains de sable, puis est reparti sans aucun scrupule. L'ambulance qui est venue la chercher l'a ramenée à l'hôpital le plus proche afin de déterminer les réelles causes du décès. S'agit-il d'un meurtre ou d'un suicide? Le médecin légiste devra nous le confirmer d'ici quelques heures. Si à ce stade de la vidéo vous êtes déjà énervé, alors prenez votre mal en patience, parce que les révélations qui vont suivre risquent de vous laisser sans voix. Les proches de l'adolescente, apprenant que la défunte porte un blouson rouge avec un voile, décident immédiatement d'aller vérifier s'il s'agissait de Khady, puisqu'en quittant la maison, elle avait exactement le même accoutrement. Le constat est sans équivoque, ils reconnaissent les membres frêles de la pauvre petite. Elle a l'air de dormir, mais ils savent pertinemment qu'ils ne la reverront plus jamais réveillée. Très rapidement, les doutes se concentrent sur une seule personne. La seule qui pourrait en avoir contre elle jusqu'à commettre l'irréparable. Serigne Hassan Fall, fils d'un célèbre guide religieux, est interpellé par les autorités compétentes. Il devra prouver son non-implication dans cette affaire. Pendant ce temps, l'autopsie annonce des révélations troublantes.
La pauvre fille est morte des suites d'un traumatisme du cou avec une luxation du rachis cervical combinée d'une hémorragie interne. Décédée à la suite d'une strangulation, son agresseur a attrapé son cou, a serré très fort, jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle s'est éteinte à la fleur de l'âge, quittant ce monde de la pire des façons. À son audition, le jeune marabout ne s'est pas fait prier. Au commissariat central de Thiès, il avoue directement son crime, en expliquant qu'il craignait que son père apprenne la terrible nouvelle. La grossesse de l'adolescente allait sûrement provoquer chez lui une colère terrible. Cette information commençait à se propager dans le quartier, puisque ses disciples venaient lui en parler. Il fallait trouver une solution. Quand les proches de Khadi sont venus chez lui, il en était sûr qu'ils reviendront l'annoncer à son père. C'est ainsi qu'il est monté à bord de son véhicule. Ils étaient 3, dont son chauffeur, le frère de son chauffeur, qui sont tous les 2 ses disciples. Ils sont allés jusqu'à chez Khadi pour aller appeler l'adolescente. Khadi serait sortie de chez elle et les aurait suivis en voiture. Ils sont désormais 4 à l'intérieur. Après quelques kilomètres, tous descendent. Il l'amène dans les bois et lui demande pourquoi elle salit son image. Il lui pose la question en mettant la main sur son cou. Mais Khadi ne se laisse pas faire. Elle se bat pour rester en vie et commence à le mordre. Cette situation énerve de plus en plus le jeune marabout qui décide de retirer sa ceinture afin de l'étrangler avec. Il serra très fort jusqu'au moment où le corps de l'adolescente s'est trouvé par terre, immobile, gisant sur le sol sans vie, tel un animal. Il termine en disant « Il fallait qu'elle arrête de dire partout que j'étais le père de l'enfant. Mon papa ne devrait surtout pas être mis au courant. Ce serait un déshonneur pour lui. » Les enquêteurs trouveront chez lui la ceinture qu'il a utilisée pour étrangler l'adolescente. Le 20 mars 2020, il est poursuivi pour pédophilie et assassinat, puis placé à la maison d'arrêt de Thiès en attendant son procès. Vous êtes arrivé jusque-là, c'est très bien, puisque je vous ai gardé une information qui va sûrement vous mettre en rogne. L'autopsie, ayant révélé les causes du décès, aurait également mis en lumière que l'adolescente n'était pas enceinte. Une erreur monumentale dont elle a payé le prix ultime, celui de sa vie. La sage-femme qui a effectué le test de grossesse sur la défunte Khadi sera elle aussi entendue par les autorités. Cela dit, elle persiste et refute les résultats de l'autopsie, puisqu'elle assure que son test de grossesse s'est déclaré être positif. Mais absolument pas, l'adolescente est partie en n'ayant aucun signe de grossesse. Une situation qui met l'accent sur de nombreux problèmes sanitaires dont souffre une bonne partie de la population. Selon le site internet lesoleil.sn, dans certains points de santé, les plateaux et les infrastructures sanitaires seraient déficitaires. Le personnel serait pas très bien rémunéré et démoralisé, ce qui pourrait peut-être expliquer certaines négligences dans certains établissements. Un autre fait qui a énervé plusieurs personnes, c'est l'attitude du père biologique de Khadi. Yàlla rek te ànd ak suñu borom rek loolu rek laa ànd ak moom waaw te xam ne lii am na man sama doom laa dem jël naa ko denc ji ko ba ñëw toog yeneen information yi ñuy dégg ñu koy wax yooyu yëpp nag man yooyu xaw ma ci lu bëri waaw loolu daal laa am loo xam si laa expliqué maa ngi gëm sama borom nag tey sant bépp jullit boo xam si ñëw nga taxaw ma si ak képp ku ko gis koo xam si gis nga mbir mi ba pare naqarlu ko. waaw parce que loolu nekk na loo xam daal rafetul daal ci xeet wi daal maanaam fu nit mën a nekk di gis ni ñuy réactionné ni di ko wax daal war ngaa mën a am ak càmmonte ba doo lor doomu aadama fooy dem wala foo toog lu yéeme la nag waaw loolu daal laa mën a am loo xam si laa ci sànn daal wax ko waaw parce que man bi may xam affaire bi dañu xëy ci jouru dimanche bi la ñu xëy wax ma ne dafa réer avant 11h wax nañ ma décédé na. Incapable de s'indigner une seule fois face au comportement du jeune homme, certains pensent que cette attitude est simplement due au fait qu'il ferait partie des disciples du père de Serigne Hassan. Personnellement, je vois un homme extrêmement croyant et positif qui a accepté d'aller de l'avant malgré la violence qu'a subie sa fille. De plus, les gens n'expriment pas leur tristesse de la même façon. Ce pauvre monsieur ayant perdu sa fille aurait sûrement besoin de tout, sauf que l'on vienne s'en prendre à lui. Mais dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires parce que ça m'intéresse. L'affaire Hady Diouf, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants dans nos écoles coraniques souffrent de maltraitance, tandis que d'autres subissent un sort encore plus tragique.
On peut citer le cas de cet élève battu à mort par son maître à Yeumbeul, une banlieue dakaroise. Un an auparavant, en 2014, au sein du même établissement, 3 jeunes filles avaient été violées par l'un de leurs maîtres, qui avait finalement été arrêté par la police. Ces drames répétés révèlent une réalité glaçante. Derrière les murs de certaines écoles se cachent des abus qui brisent des vies et détruisent des familles. Mais un autre cas, encore plus délirant, a secoué les médias sénégalais. Il y a peu de temps, un maître coranique accusé de viol par 27 de ses élèves. Une d'entre elles avait refusé de retourner en classe, révélant que Khadim entretenait des relations sexuelles avec elle et avec toutes les autres filles de la classe. Elle en parle à un de ses proches et la nouvelle éclate comme une bombe, résonnant dans tout le pays. Khadim va s'enfuir quelques jours, mais il va décider d'aller se rendre de lui-même à la police. Son école sera définitivement fermée. Le 27 novembre 2023, les proches des deux parties se sont réunis pour un procès qui s'annonçait particulièrement intense. L'accusé, désormais âgé de 28 ans, est bien différent du jeune homme qu'il était au moment des faits. Mais des questions brûlantes persistent. Regrette-t-il son acte? Va-t-il présenter des excuses à la famille? Va-t-il simplement maintenir sa version des faits malgré les preuves accablantes? Comme vous allez le découvrir, il a plus d'un tour dans son sac. Et une fois de plus, ces déclarations vont choquer toute la salle. Serigne Assane Fall, appelé à la barre, va déclarer: Je lui ai remis 10 000 francs CFA pour qu'elle fasse un test de grossesse. C'était pour m'assurer qu'elle était bien enceinte, parce que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle. Quand elle est partie, elle n'est pas revenue me donner les résultats. J'étais tellement confus. Je ne voulais pas que cette affaire fasse le tour du quartier. Je l'ai fait appeler. Nous nous sommes retrouvés à bord de mon véhicule. Je lui ai demandé une fois de plus qui était le vrai père de l'enfant. Elle m'a alors regardé droit dans les yeux et m'a affirmé que c'était son oncle. Cette révélation m'a brisé. Sa trahison m'a fait beaucoup de mal, d'autant plus que j'avais des sentiments pour elle. Je comptais l'épouser, je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas que les choses tournent aussi mal. Mais dans un moment de colère et de désespoir, j'ai perdu le contrôle. J'ai pris mes 2 mains. J'ai serré son cou et elle m'a mordu. C'est là que j'ai enlevé ma ceinture. Je l'ai enroulée autour de son cou. Après son dernier souffle, j'ai placé son corps dans la malle de ma voiture. J'ai roulé un peu avant de l'abandonner, près de l'hôpital. On ignore encore si l'accusé écopera d'une peine de prison à vie, mais une chose est certaine, le procureur a fermement demandé la perpétuité contre le jeune marabout, soulignant la gravité des actes commis. Cette demande intervient dans un contexte où quelques mois auparavant, une loi historique avait été votée, criminalisant sévèrement le viol et la pédophilie avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais une chose est sûre, Serigne Assane a clairement déclaré à la fin de son témoignage qu'il était le seul à avoir ôté la vie de Hadi. Mais cette affirmation ne suffit pas à lever toutes les interrogations. Est-ce que ses disciples, qui ont peut-être joué un rôle dans cette affaire, seront poursuivis malgré tout? La question reste en suspens. Certains se demandent s'ils ont couvert ces actes ou s'ils ont été complices par leur silence. D'autres s'interrogent sur leur responsabilité morale dans cette affaire. Pour l'instant, aucune réponse claire n'a été apportée. Rien qu'à Dakar, un effectif de près de 200 000 talibés a été recensé en 2022. Ces enfants, pour la grande majorité, sont confiés à des écoles censées leur offrir éducation et protection. Pourtant, beaucoup s'inquiètent de leur sort, car Dieu seul sait ce qu'endurent ces pauvres enfants à l'intérieur de certains établissements. Mais cette affaire montre aussi une autre réalité, choquante, celle des crimes d'honneur. Un jeune homme d'une famille religieuse couche avec une mineure. Une grossesse arrive, et soudain, c'est l'image de sa famille qui est en danger. Pour protéger leur réputation, une décision terrible est prise. Supprimer une jeune fille innocente. Hadi a été victime de cette logique, où l'honneur d'une famille a compté plus que sa propre vie. Awa, sa mère adoptive, peine toujours à se relever de cette douloureuse perte. Elle l'avoue elle-même à quiconque veut l'entendre. Elle aimait Hadi plus que tout. Aucun de ses autres enfants n'avait ce lien si fort
si fusionnel qui les unissait. Hadi était sa lumière, sa raison de se battre au quotidien, comme n'importe quel parent. Jamais elle n'avait envisagé l'hypothèse d'enterrer son enfant un jour et vivre le chagrin de la perdre. Si je vous dis ça, c'est parce qu'une partie de la famille l'a critiquée, parce que, je cite, « Si elle l'avait bien éduquée, elle n'aurait jamais pu finir ainsi. » waaye daf ñoo bett noonu defoon naa ne dafay toog ba yàgg yoroon ñu ko yor bu rafet ndax xale bi ku jàng Alxuraan am na diine am l'islam day muuru nag defoon nañ dañuy toog. Quoi qu'il en soit, on souhaite à Hadi de reposer en paix, loin des souffrances et des tumultes de ce monde, que son âme, partie trop tôt, trouve enfin la sérénité qu'elle mérite. C'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, partage si tu peux, et surtout prends soin de toi, fais attention à toi, et sûrement à la semaine prochaine. Bye.